La parole est à Madame la Présidente Valérie Rabault pour le groupe socialiste et apparenté pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, la séance qui nous réunit aujourd'hui porte donc sur le grand débat que le Président de la République a proposé à nos concitoyens et nos concitoyennes pendant près de 3 mois. Cette démarche est inédite, il faut bien le reconnaître, et parce qu'elle est inédite, elle aurait dû être porteuse d'une double ambition. La première qui consiste à donner la parole aux Françaises et aux Français, c'est ce que vous avez fait, mais la seconde qui consiste à s'interroger sur la force du lien qui unit l'ensemble de nos concitoyens et qui s'appelle la France, l'État, la nation. Cette seconde dimension, abordée dans certaines réunions, a été absente de la lettre du Président de la République, tout comme de votre discours d'hier et d'aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre. Or, sortir de ce grand débat, sans vision pour la France, sur ce que doit être son modèle, en réduisant la pensée politique à des punchlines de type « tolérance fiscale zéro », ne me paraît pas être à la hauteur de notre histoire et de ce que nous sommes. Appréhender et définir le modèle français est un exercice très difficile, mais il doit faire partie de nos responsabilités. Abdiquer cette responsabilité serait reconnaître la désagrégation de la France et accepter de manière inéluctable les fractures économiques, sociales, fiscales, territoriales et sociétales. Ces multiples fractures abîment notre cohésion nationale. Elles ont été, sous une forme ou une autre, au cœur de tous les débats. Les résoudre est un impératif qui ne pourra fonctionner que si nous disons par quel modèle nous voulons retenir. Mais de ce modèle, Monsieur le Premier ministre, vous ne dites rien. Au mieux, vous vous contentez de constats ou alors vous avancez quelques propositions, la plupart déconnectées les unes des autres à la manière d'une checklist. Construire un modèle est un exercice intellectuel et politique. C'est un exercice qui invente, qui crée le lien là où il ne serait pas nécessairement. À mes yeux, et au risque de schématiser, le modèle qui a façonné la France s'organise autour des 3 piliers de notre devise républicaine et qui forge l'imaginaire collectif. La liberté, c'est l'innovation et la prise de risque. C'est la combinaison optimale entre l'idée de réussite personnelle et celle de réussite collective. Vous voyez, Monsieur le Premier ministre, lors d'une réunion du grand débat à Villebremier, qui est dans ma circonscription, un citoyen a dit « La France est un grand public par ses talents ». C'est au pluriel. C'est qui se reconnaissent dans une même unité. Cette liberté n'est pas celle d'une liberté individuelle de l'entrepreneur, pas uniquement. Elle s'appuie sur un État qui accepte de prendre en charge une partie du risque, en portant une partie de l'investissement pour la collectivité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et vous voulez nier ce rôle de l'État, il n'y a qu'à voir votre stratégie sur Aéroports de Paris. L'égalité, deuxième pilier de notre devise républicaine. La protection sociale, le rôle d'amortisseur des chocs sociaux que la collectivité publique accepte de porter. Et bien sûr, l'ascenseur social. Enfin, la fraternité qui organise l'ouverture aux autres et qui irrigue notre pays de l'intérieur et de l'extérieur. Elle s'appuie sur les services publics, sur l'immigration aussi et sur l'Europe. Cette construction du modèle français n'est pas une tâche facile, je vous l'accorde, parce qu'il est compliqué de faire en sorte que tout s'emboîte. Mais cette complexité a donné des résultats. Surtout, elle a pu fonctionner parce qu'elle a été portée par les responsables politiques, mais aussi par tous les corps intermédiaires que pendant presque 2 ans, vous avez ignorés. Ce qui est vrai, c'est qu'en l'espace de quelques années, la France a tourné le dos à son fameux modèle. Dans l'inconscient collectif, la France a tranquillement intégré l'ancienne, selon laquelle la modernité s'incarnerait dans l'absence de l'État. Or, aujourd'hui, c'est l'État lui-même qui organise sa propre absence. C'est inacceptable et c'est cela qu'il faut corriger en premier lieu, Monsieur le Premier ministre. L'État doit redevenir acteur de l'avenir de notre pays. Il n'a pas vocation à préempter ce que font les acteurs économiques privés, mais il ne peut à ce point se mettre en retrait de notre futur. Vous parlez de transition énergétique et vous avez raison. Sauf que la seule réponse que vous avez apportée jusque-là est celle de la hausse des taxes énergétiques. Dans l'expression transition énergétique, il y a le mot transition. Une transition se construit, s'accompagne, sinon c'est un échec. Nous vous avions proposé de doubler l'effort de rénovation de logements qualifiés de passoires thermiques pour passer à 300 000 rénovations par an, et ce, dès 2019. Nous vous avons proposé un plan pour conserver les petites lignes de train. Sur tous ces sujets, fin de non-recevoir. Changer de nos modes de consommation suppose que vous lanciez aussi un grand plan sur le fret. Là-dessus, fin de non-recevoir. Tout ceci se construit et face à ces enjeux,
vous et votre majorité restez passifs. Vous découvrez l'envie d'aménager le territoire, vous avez raison, sauf que la LGV Bordeaux-Toulouse annoncée est toujours en stand-by et que vous faites voter à votre majorité la vente d'ADP. Monsieur le Premier ministre, la privatisation d'ADP, c'est l'acte de trop. C'est pourquoi nous avons lancé aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de notre République, avec 218 parlementaires, issus de 11 groupes politiques à l'Assemblée nationale et au Sénat, un référendum d'initiative partagée, afin de permettre aux Français de se prononcer sur la privatisation d'ADP. Monsieur le Premier ministre, vous disiez tout à l'heure que le clivage gauche-droite pouvait être fluctuant. Et bien sûr, ADP, voyez-vous, nous vous avons pris au mot. Et une majorité s'est constituée pour pouvoir faire en sorte que ce référendum voie le jour. Monsieur le Premier ministre, vous avez évoqué le pouvoir d'achat. Vous avez eu raison, cette question est revenue dans de très nombreux débats. Mais comme toujours, il faut regarder les choses dans le détail. Vous disiez que le pouvoir d'achat des Français en 2016 était légèrement inférieur à celui de 2008, vous avez raison, et était équivalent à celui de 2010, là aussi vous avez encore raison. Ce que vous avez oublié de dire, c'est qu'il y a un élément, et il y a un élément que vous passez sous silence, et que nous avons vu, loin des caméras, mais lors des rencontres avec les Gilets jaunes. Il s'agit du changement de structure de notre population. Si la structure de la population française, en 2016, avait été celle de 2008, alors les Français auraient gagné en pouvoir d'achat. La France de 2016 a changé par rapport à 2008. Elle compte plus de mères et de pères célibataires, ce qui fait que ces nouveaux ménages doivent payer un loyer tout seuls, doivent payer un abonnement d'électricité, un abonnement au gaz, qu'ils ne peuvent beaucoup moins mutualiser leurs charges fixes que ce qui existait auparavant. Alors bien sûr, la politique n'a rien à voir avec cette évolution démographique et c'est heureux, mais elle a en revanche la responsabilité d'accompagner les changements démographiques, sinon elle se fait dépasser par eux. C'est pour cela qu'il faudrait une réforme fiscale, sans doute aurions-nous dû la faire précédemment, je ne vais pas vous mentir, qui tienne réellement compte de ce changement et que le reste à vivre d'une famille ou d'un ménage devienne une réalité. Pendant ce grand débat, les Français nous ont dit qu'il fallait réformer l'aide sociale, inventer l'aide sociale du XXIe siècle. Alors là aussi, nous vous avons fait des propositions, notamment pour corriger les écueils. Aujourd'hui, il y a un tiers des personnes qui ont droit à RSA qui ne le touchent pas. Il y a certains qui ont du mal à se rendre compte de la lisibilité du système. Et enfin, il faut arrêter les effets couperés. Là aussi, Monsieur le Premier ministre, lors de rencontres avec des Gilets jaunes, une dame me dit avoir été augmentée par son employeur de 40 € par mois, ce qui a entraîné pour elle une perte de 600 € sur l'année, puisqu'elle a perdu le bénéfice d'un certain nombre d'aides sociales. Pour résoudre cette question, 18 conseils départementaux ont travaillé pendant 2 ans avec l'Institut des politiques publiques pour faire une proposition de refonte de l'aide sociale, inventer un revenu de base qui sera la fusion en une seule aide du RSA, de la prime d'activité et éventuellement de l'allocation logement, avec une extension aux jeunes de 18 à 24 ans. Ces 18 départements vous ont demandé une seule chose, Monsieur le Premier ministre, pouvoir expérimenter sur 60 000 personnes pendant 2 ans. Eh bien, vous avez dit non. Vous avez dit non. Vous nous dites à longueur de journée que vous voulez redonner la parole au territoire à expérimenter avant de légiférer. Monsieur le Premier ministre, comment pouvez-vous être crédible? Vous dites aux élus, proposez et expérimentez. Quand ils vous mettent clé en main, qu'ils vous remettent clé en main une proposition cadrée, vous la refusez. Et vous ne pourrez pas nier que je vous ai proposé de tester de concert notre revenu de base avec le revenu universel d'activité du Président de la République, afin d'évaluer au bout de 2 ou 3 ans les avantages et les inconvénients de chacune de ces 2 solutions. Concernant la fracture territoriale, il y aurait tellement à dire, et nous avons entendu beaucoup de choses. Je vais vous livrer, Monsieur le Premier ministre, la phrase qui m'a fait le plus mal au cœur. « On se sent à part en France ». Quand des Français vous disent « on se sent à part en France » parce qu'on vit à la campagne, qu'on a l'impression d'être accusé de polluer alors qu'on n'a pas de transport en commun, c'est une situation qui est inacceptable. Des solutions ont émergé du grand débat. Vous ne les avez pas citées. Certains proposaient qu'on dispose d'un compteur de ces émissions, qu'on ait une progressivité de la taxation. D'autres proposent que les appels d'offres publics pour les entreprises soient assortis d'un bonus et d'un malus. Je pourrais en faire la liste. Notre objectif, Monsieur le Premier ministre, c'est que
Notre objectif, je conclus, Monsieur le Président, c'est que personne ne se sente à part en France, qu'on soit sur le territoire hexagonal ou dans les Outre-mer. Or, là-dessus, il suffit de passer une journée avec les habitants de nos campagnes, des banlieues, de nos territoires d'outre-mer, pour se rendre compte qu'il y a des choses qui peuvent être changées tout de suite sans avoir besoin d'un vrai Big Bang. Monsieur le Premier ministre, l'exemple d'ADP est révélateur. Vous voulez passer en force alors qu'une majorité dans le pays est contre. Écoutez le pays, écoutez le pays, écoutez le pays, et vous verrez que les solutions aussi pourront émerger et que la politique que vous menez parfois vous mène dans le mur. Monsieur le Premier ministre, plus d'État, ça ne veut pas dire moins de liberté. Ça veut dire de la liberté pour toutes et pour tous, et pas uniquement pour celles et ceux qui peuvent se l'offrir. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente.